Pendant plus de 70 ans, les manuscrits de la mer morte ont gardé un mystère que personne ne parvenait vraiment à percer. Des chercheurs ont passé des décennies à se poser la même question. Que disent ces rouleaux? Mais finalement, quelqu'un en a posé une autre. De quoi sont-ils faits? Musique. Dans un laboratoire de l'université de Tel Aviv, le chercheur Odavi et son équipe ont examiné d'infimes traces d'ADN, anciens dissimulés dans la poussière d'un seul fragment de parchemin. Quand les résultats génétiques s'y sont revenus, musique, ils ont été stupéfaits. L'ADN a révélé que l'animal dont la peau avait servi à fabriquer ce rouleau ne pouvait pas avoir vécu à proximité de la grotte où le fragment avait été retrouvé, pas un an avant, pas même un jour avant. Soudain, l'histoire de ce rouleau est devenue bien plus mystérieuse que quiconque ne l'avait imaginé, et ce que cette seule découverte, musique apparemment impossible, a discrètement mis en lumière pourrait changer tout ce que vous croyez savoir. L'un des chercheurs a soulevé un fragment appartenant à l'un des rouleaux les plus grands. Il n'en existe qu'une poignée, et ils sont remarquablement bien conservés. Mais pour comprendre pourquoi ce résultat génétique était si important, il faut remonter au tout début de cette histoire. Elle commence avec un berger et une grotte. En 1947, un jeune berger bédouin du nom de Muhammad ed-Dib gardait son musique troupeau près des rives de la mer Morte. À un moment donné, il lança une pierre dans une grotte voisine et entendit un son inattendu, musique, le craquement net de quelque chose qui se brisait à l'intérieur. Pris de curiosité, il grimpa dans la grotte pour aller voir. Musique. Ce qu'il y découvrit allait devenir l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. Musique. Dissimulées à l'intérieur se trouvaient d'anciennes jarres en argile, et dans ces jarres se trouvaient des rouleaux de cuir soigneusement enveloppés dans du lin et préservés depuis des siècles dans l'obscurité. À l'époque, musique, il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de trouver, et personne d'autre non plus. Il cherchait simplement une chèvre égarée lorsqu'il tomba sur l'entrée d'une caverne. Espérant en faire sortir l'animal, il ramassa une pierre et la jeta à l'intérieur. À la place, musique, il mit au jour un secret enfoui depuis plus de 2000 ans. Les rouleaux découverts dans cette grotte allèrent plus tard être reconnus comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. Ils comprenaient les plus anciens manuscrits bibliques connus jamais retrouvés, certains remontant à plus de 2000 ans. Au cours des années suivantes, de 1947 à 1956, musique des archéologues et des explorateurs ont mis au jour près de 25 000 fragments issus d'environ 1000 manuscrits différents dans 11 grottes situées près de Musique, l'ancien établissement de Qumran. Parmi eux figuraient les copies les plus anciennes connues de livres bibliques, tels que la Genèse, Musique, Ésaïe et les psaumes, ainsi que des archives communautaires, des hymnes religieux, musique des textes juridiques et des visions de la fin des temps. Ensemble, ces écrits couvraient une période allant approximativement de 250 avant notre ère à 68 de notre ère, une époque de bouleversements politiques, religieux et sociaux considérables qui ont façonné à la fois le judaïsme et les débuts du christianisme. Protégés dans des jarres en argile et préservés par le climat sec du désert judéen, les rouleaux ont survécu, musique, tandis que d'innombrables empires et civilisations disparaissaient. Ils ont traversé la destruction du temple de Jérusalem, l'ascension et la chute de l'Empire romain, et musique près de 20 siècles d'histoire. Pourtant, lorsque les chercheurs ont enfin commencé à les étudier et à les traduire, ils ont réalisé que ces rouleaux offraient bien plus que de simples mots anciens, gravés sur du parchemin. Au lieu de fournir des réponses claires, ils ont soulevé une série de mystères qui mettraient plus de 70 ans à commencer à se dénouer. D'où venaient ces manuscrits? Qui les avait écrits? Musique, et pourquoi avaient-ils été cachés dans des grottes désertiques isolées? Pendant des décennies, les grands spécialistes ont cru avoir résolu l'énigme. Alors que des chercheurs d'universités et d'institutions religieuses du monde entier étudièrent les rouleaux, ils ont examiné, musique, chaque détail qu'ils pouvaient trouver. Ils ont comparé les styles d'écriture, analysé la couleur et la texture du parchemin, mesuré son épaisseur et tenté de déterminer quels fragments provenaient du même animal.
Ils ont également étudié la langue, les croyances religieuses, les calendriers et les traditions littéraires reflétées dans ces textes. Ces manuscrits étaient extraordinaires. Ils représentaient les plus anciennes copies connues d'écrits bibliques jamais découvertes, bien plus anciennes que toutes les versions que les chercheurs avaient possédées jusqu'alors. Avec le temps, une explication est devenue la théorie dominante. De nombreux experts ont conclu que les rouleaux étaient liés à un groupe religieux juif connu sous le nom d'Esséniens. Des auteurs anciens tels que Flavius Joseph et Pline l'Ancien décrivèrent les Esséniens comme une communauté disciplinée, vivant à l'écart de la société dans le désert de Judée. Selon ces récits, ils respectaient des lois de pureté strictes, se consacraient à la copie de textes sacrés et croyaient que le jugement divin allait bientôt s'abattre sur un monde corrompu. Non loin des grottes s'étendait l'ancienne implantation de Qumran, qui semblait correspondre remarquablement bien à ces descriptions. Les pièces du puzzle paraissaient s'assembler parfaitement. Les écrits sectaires retrouvés parmi les rouleaux évoquaient une communauté religieuse soudée, dotée de sa propre hiérarchie, de ses propres règles, et même de son propre calendrier. Contrairement au calendrier officiel utilisé par le sacerdoce à Jérusalem, ce groupe suivait un calendrier solaire plutôt que lunaire, une différence qui reflétait une profonde fracture religieuse. Pendant de nombreuses années, les preuves semblaient convaincantes. Le mystère paraissait résolu, mais il y avait un problème. La réponse reposait presque entièrement sur ce que les chercheurs pouvaient observer. Et dissimulée au sein des rouleaux se trouvait une couche de preuves que personne n'avait jamais pensé à examiner. Les rouleaux eux-mêmes semblaient appuyer la théorie. Bon nombre des écrits apocalyptiques exprimaient une hostilité profonde envers les autorités religieuses de Jérusalem. L'un des textes les plus célèbres, connu sous le nom de rouleau de la guerre, décrivait une bataille finale entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, le genre de vision dramatique de la fin des temps qui semblait correspondre parfaitement à un mouvement religieux séparatiste. La conclusion paraissait évidente. Les Esséniens vivaient à Qumran. Ils y avaient copié et préservé leurs écrits sacrés. Puis, lorsque les forces romaines ont balayé la région lors de la révolte juive en 68 de notre ère, ils ont dissimulé leur bibliothèque dans les grottes avoisinantes pour la protéger de la destruction. Pendant des décennies, cette explication a été considérée comme un fait établi. Elle était enseignée dans les salles de classe et les séminaires, présentée dans des expositions muséales et reprise dans des documentaires diffusés à travers le monde entier. Les manuscrits de la mer morte étaient la bibliothèque des Esséniens. L'affaire était classée. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait, car c'est à ce moment précis que l'histoire commence à se défaire. Tout ce que vous avez entendu jusqu'ici, les Esséniens, l'établissement dans le désert, le consensus académique vieux de plusieurs décennies, est sur le point d'être remis en question par quelque chose que personne en 1947 n'aurait pu imaginer. La percée ne vint pas de la découverte d'une nouvelle grotte. Elle ne vint pas non plus de la mise au jour d'un rouleau perdu. Tout a commencé par une conversation en 2012 et par un unique morceau d'ancienne peau de vache qui, selon tout ce que les chercheurs croyaient savoir, n'aurait jamais dû exister. Les premiers signes de difficulté avaient pourtant toujours été là. Même lorsque la théorie essénienne dominait la recherche universitaire, des questions gênantes continuaient d'émerger, des questions auxquelles les méthodes traditionnelles ne pouvaient pas pleinement répondre. Les rouleaux présentaient une variété de textes étonnantes. Différentes versions des mêmes livres bibliques coexistaient côte à côte. Les manuscrits étaient rédigés dans des écritures différentes et par des scribes distincts. Certains parchemins étaient préparés avec grand soin, tandis que d'autres semblaient grossiers et presque faits à la main. Puis vint la datation au radiocarbone. À partir du début des années 1990, des tests réalisés sur des fragments sélectionnés révélèrent à quelque chose d'inattendu. Certains des rouleaux semblaient être plus anciens que l'établissement de Qumran lui-même. Soudain, la chronologie ne semblait plus vraiment coller. Et une autre question se révélait encore plus dérangeante. Si tous ces manuscrits appartenaient à une seule communauté religieuse isolée,
Pourquoi avaient-ils conservé plusieurs versions contradictoires de leurs propres écrits sacrés? Pourquoi une même communauté aurait-elle gardé deux versions différentes du livre de Jérémie, l'une nettement plus longue que l'autre, avec des passages entiers manquants et des chapitres disposés dans un ordre totalement différent? Pour un groupe censé se définir par une discipline religieuse stricte et une dévotion aux textes sacrés, cela restait difficile à expliquer. Plus les chercheurs regardèrent de près, plus les fissures commençaient à apparaître. Tout le monde n'était pas convaincu par l'explication traditionnelle. Au fil des années, certains spécialistes avancèrent des hypothèses alternatives. Peut-être que Qumran n'était pas du tout un monastère religieux. Il aurait pu s'agir d'un atelier de poterie, d'une résidence d'hiver, ou même d'une forteresse militaire. D'autres proposèrent que les grottes avaient servi d'espace de conservation sacré, où des communautés juives venues de différentes régions déposaient des textes religieux usés, trop saints pour être simplement jetés. Ces idées suscitèrent de l'intérêt, mais aucune ne disposait de preuves suffisantes pour remettre en cause la théorie dominante. C'est alors que l'histoire prit un tournant totalement inattendu. La percée ne vint pas d'un archéologue creusant dans le désert. Elle ne vint pas non plus d'un théologien étudiant des manuscrits anciens. Elle vint d'un généticien en train de déjeuner. En 2012, à l'université de Tel Aviv, le biologiste moléculaire Oded Rachi s'installa à table pour déjeuner avec le spécialiste des textes bibliques Noam Mizrahi. Au fil de leur conversation, le sujet dériva vers les manuscrits de la mer Morte et vers les difficultés qui avaient frustré les chercheurs pendant des décennies. Madame Rahi exposa le problème. La collection contenait environ 25 000 fragments dispersés en milliers de morceaux. Il n'y avait ni titre, ni numéro de page, et souvent aucun moyen fiable de déterminer quels fragments allaient ensemble. Les chercheurs avaient passé des années à s'appuyer sur des comparaisons d'écriture, la couleur et la texture du parchemin, ainsi que sur des suppositions éclairées, des méthodes utiles, mais loin d'être parfaites. Le défi était colossal. Les questions posées comptaient parmi les plus importantes de l'archéologie biblique. Pourtant, les outils disponibles restaient limités. Richavi écouta attentivement, puis il posa une question toute simple. « De quoi sont faits les rouleaux ? Du parchemin ?» répondit Madame Rahi. « De la peau d'animal ?» Richavi marqua une courte pause. « Alors le parchemin contient de l'ADN. » C'était une observation simple, mais elle changea absolument tout. En cet instant, une toute nouvelle manière d'étudier les manuscrits de la mer Morte venait de naître. Richavi était spécialisé dans la recherche sur l'ADN ancien, un domaine qui avait déjà transformé l'archéologie en permettant aux scientifiques de retracer les migrations humaines, d'identifier des populations anciennes et de mettre au jour des détails historiques que les méthodes traditionnelles n'auraient jamais pu révéler. Il réalisa alors que cette même technologie pourrait peut-être répondre à des questions qui tourmentaient les chercheurs depuis plus de 70 ans. Les indices n'étaient même pas cachés dans les mots inscrits sur les rouleaux. Ils se trouvaient dans les animaux dont la peau était devenue ces rouleaux. Rachi comprit immédiatement quelque chose de remarquable. Depuis des années, les scientifiques utilisaient l'ADN ancien pour étudier des peuples, des animaux et des civilisations entières, mais personne n'avait jamais sérieusement appliqué cette technique à des manuscrits anciens. Si le parchemin était fabriqué à partir de peau d'animal, alors chaque rouleau portait une empreinte biologique de l'animal dont il provenait. Cela signifiait que les rouleaux eux-mêmes pourraient renfermer des informations demeurées cachées depuis plus de 2000 ans. En collaboration avec Panina Shaw, la conservatrice responsable des manuscrits de la mer Morte à l'autorité israélienne des Antiquités, Rachavi et Madame Rahi constituèrent une équipe de chercheurs. Ensemble, ils entreprirent de tenter quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Aucun d'eux n'aurait pu prédire où l'épreuve les mènerait, mais d'abord, ils se heurtèrent à un obstacle majeur. Les manuscrits de la mer Morte comptent parmi les textes anciens les plus précieux et les plus vénérés au monde. Ils revêtent une importance considérable pour de nombreuses traditions religieuses et sont jugés absolument irremplaçables, ce qui signifiait que tout test destructif était totalement exclu. Pas de découpe, pas de perçage, pas de prélèvement d'échantillons sur les manuscrits. Les rouleaux devaient demeurer intacts. Alors, comment extraire des informations génétiques d'un artefact qu'il est interdit d'endommager,
La réponse s'est révélée étonnamment simple. Pendant des décennies, conservateurs et chercheurs avaient soigneusement entreposé les fragments de rouleaux dans des contenants protecteurs. Au fil des années, de minuscules particules provenant des parchemins s'étaient naturellement accumulées à l'intérieur de ces boîtes, sous forme de fines poussières. La plupart des gens l'ignoraient. Les chercheurs, eux, y voyaient tout autre chose. Cette poussière contenait des traces de collagène, la protéine qui confère sa structure à la peau animale. Et piégés au sein de ce collagène se trouvaient de minuscules fragments d'ADN anciens, conservés à travers plus de 2000 ans. En collectant des particules microscopiques sur les bords endommagés et les zones vierges où aucune écriture n'apparaissait, l'équipe pouvait rassembler suffisamment de matière pour l'analyse sans déranger un seul mot des textes anciens. Les preuves avaient été là depuis le début, attendant silencieusement dans la poussière. Mais trouver l'ADN n'était que le commencement. Extraire concrètement des informations génétiques utilisables de ces infimes traces dégradées allait s'avérer un défi colossal. Récupérer l'ADN des rouleaux s'est révélé bien plus difficile que quiconque ne l'anticipait. Le procédé de transformation de la peau animale en parchemin est extrêmement brutal pour le matériel génétique. Les peaux sont trempées, grattées, étirées et séchées, autant d'opérations qui endommagent l'ADN au niveau moléculaire. Les encres à base de fer, utilisées par les scribes de l'Antiquité, peuvent également être chimiquement corrosives. Il y avait ensuite le passage du temps. Les rouleaux avaient de passer près de 2000 ans dans des grottes désertiques avant d'être découverts. Après cela, ils avaient été manipulés par des centaines de chercheurs, conservateurs et spécialistes pendant plus de 70 ans. Chaque personne les ayant touchés pouvait potentiellement y avoir laissé des traces d'ADN moderne. Pour éviter toute contamination, l'équipe travaillait dans des laboratoires spécialisés en ADN anciens qui ressemblaient davantage à des salles blanches haute sécurité qu'à des bibliothèques de recherche. Les scientifiques portaient des combinaisons de protection intégrale. La pression de l'air était soigneusement contrôlée. Le matériel et les espaces de travail étaient stérilisés aux rayons ultraviolets. Les chercheurs ont également mis au point des procédures de tests rigoureuses afin de prouver que tout ADN récupéré provenait bien d'animaux anciens et non d'une contamination moderne. Ils recherchaient des schémas spécifiques de dégradation moléculaire qui s'accumulent naturellement au fil des siècles. Ils répétaient les extractions, comparaient les résultats entre différents laboratoires et vérifiaient les données à maintes reprises. Ce fut un processus lent et éprouvant. Des années s'écoulèrent, des centaines d'échantillons furent analysés, de nombreuses tentatives échouèrent, mais finalement, l'équipe réussit. Ils récupérèrent des séquences génétiques fiables à partir de dizaines de fragments de manuscrits de la mer morte. Puis vint le moment qui changea tout. Lorsque Oded Rachavi examina les résultats, un détail le frappa immédiatement. La grande majorité des fragments correspondaient exactement à ce que les chercheurs s'attendaient à trouver, de la peau de mouton. C'était parfaitement logique. Les moutons étaient répandus dans toute la Judée antique et la peau de mouton constituait le matériau standard utilisé pour les parchemins. Les moutons pouvaient aisément survivre dans l'environnement hostile entourant Qumran et la région de la mer morte. Mais une poignée de fragments produisit un résultat radicalement différent. Ils étaient fabriqués à partir de peau de vache. Quand Noah Misraï prit connaissance des données, il marqua une pause. Il avait consacré des années à l'étude des rouleaux, à l'histoire de Qumran et au paysage lui-même. Il connaissait cette région mieux que presque n'importe qui sur Terre. Pendant un long moment, il se contenta de fixer les résultats. Car la présence de parchemins en peau de vache à Qumran n'était pas simplement inattendue. Elle semblait tout bonnement impossible. Qumran est niché au cœur du désert de Judée, tout près des rivages de la mer Morte, dans l'un des environnements les plus arides et les plus hostiles de toute la région. Et c'est précisément là que résidait le problème. Un problème simple, mais aux conséquences dévastatrices. Qumran se trouve dans l'une des zones les plus sèches et les plus rudes de la planète. Le désert de Judée reçoit des précipitations extrêmement faibles, et y survivre a toujours représenté un véritable défi. Les moutons et les chèvres peuvent s'y accommoder,
Ces animaux sont parfaitement adaptés à la vie désertique, capables de tenir avec peu d'eau et une végétation clairsemée. Les bovins, c'est une toute autre histoire. Les vaches ont besoin de grandes quantités d'eau chaque jour et réclament de vastes pâturages couverts d'herbes. L'environnement autour de Qumran n'aurait tout simplement pas pu soutenir des troupeaux de bovins, ce qui impliquait quelque chose de fondamental. Si un parchemin avait été rédigé sur de la peau de vache, cette peau ne pouvait pas avoir été produite sur place. Elle devait forcément venir d'ailleurs. Soudainement, la théorie traditionnelle se retrouvait confrontée à un sérieux problème. Cette découverte ne suggérait pas simplement que certains aspects de l'histoire acceptés méritaient d'être revus. Elle démontrait qu'au moins une partie des manuscrits avait des origines extérieures à la communauté désertique isolée que les spécialistes avaient longtemps imaginée. De façon assez inattendue, une seule vache venait de mettre à nu une faille dans une théorie qui tenait debout depuis des décennies. Lorsque les résultats parvinrent à l'autorité des Antiquités d'Israël, la conservatrice Panina Shaw en saisit immédiatement toute l'importance. Elle avait consacré une grande partie de sa carrière à l'étude et à la conservation des manuscrits de la Mer Morte. Peu de personnes connaissaient cette collection aussi intimement qu'elle. Elle lut les conclusions une première fois, puis une deuxième. Elle décrivit par la suite cet instant comme le moment où elle prit conscience que tout allait basculer. Non seulement le débat autour des Esséniens, mais l'ensemble du cadre théorique que les chercheurs utilisaient pour comprendre ce que représentaient réellement les manuscrits de la Mer Morte. Les implications étaient considérables, et les fragments de peau de vache n'étaient pas des échantillons épars tirés au hasard dans la collection. Ils étaient reliés à des textes précis et à des versions particulières de certains livres. C'est là que l'histoire devenait encore plus surprenante, car l'ADN révélait désormais des informations que personne n'avait jamais pu voir auparavant. Pour la première fois, les chercheurs pouvaient utiliser la génétique pour comparer directement des fragments de parchemin entre eux. En étudiant l'ADN conservé dans les peaux animales, ils pouvaient déterminer si différents fragments provenaient du même animal ou de sources totalement distinctes. En quelque sorte, chaque morceau de parchemin portait sa propre empreinte biologique. Si deux fragments avaient été fabriqués à partir de la peau d'un même mouton, leur ADN mitochondrial serait presque identique. Cela permettait aux chercheurs de relier des pièces qui appartenaient ensemble et, tout aussi important, d'identifier des fragments qui avaient été mal regroupés pendant des décennies. Les manuscrits n'étaient plus seulement d'anciens textes, ils étaient devenus des preuves génétiques. Pendant plus de 70 ans, les spécialistes avaient tenté d'associer des fragments de parchemin en se basant sur l'écriture, l'apparence visuelle et des déductions éclairées. Désormais, pour la première fois, ils disposaient de quelque chose de bien plus puissant. Ils avaient la génétique. Ils avaient des empreintes biologiques. Si deux fragments provenaient du même mouton, leur ADN serait quasiment identique. S'ils venaient d'animaux différents, les écarts génétiques le révéleraient aussitôt. Et c'est là que les découvertes devinrent véritablement extraordinaires. Prenons le livre de Jérémie. Parmi les manuscrits de la Mer Morte se trouvaient deux versions très distinctes de ce texte biblique. L'une ressemblait étroitement à la version que l'on trouve aujourd'hui dans la Bible hébraïque, plus longue, avec les chapitres disposés dans l'ordre habituel. L'autre était nettement plus courte, avec des sections entières manquantes et des chapitres organisés dans une séquence totalement différente. Pendant des décennies, les chercheurs débattirent de la signification de cette divergence. L'une des versions était-elle une ébauche antérieure? Les scribes avaient-ils modifié le texte au fil du temps? Les différences étaient-elles simplement des erreurs de copie accumulées au fil des générations? L'ADN a offert un éclairage entièrement nouveau. Les chercheurs ont découvert que des fragments de la version plus courte étaient écrits sur du parchemin de vache, tandis que des fragments de la version plus longue étaient rédigés sur du parchemin de mouton. Ces parchemins provenaient d'animaux différents et vraisemblablement de régions distinctes. Cela laissait entrevoir quelque chose de remarquable. Il ne s'agissait pas simplement de deux copies issues d'une même tradition textuelle. Elles semblaient mal représenter des traditions textuelles séparées, développées de manière indépendante au sein de différentes communautés de la Judée antique.
Autrement dit, des groupes distincts préservaient des versions différentes du même livre biblique. Cette prise de conscience a transformé la façon dont les chercheurs envisagèrent les manuscrits. Les preuves pointaient vers un monde bien plus varié et complexe qu'on ne l'avait imaginé auparavant, un monde dans lequel plusieurs communautés conservaient et transmettaient des textes sacrés sous des formes différentes. Les chercheurs ont observé des schémas similaires ailleurs. Ils ont examiné une œuvre connue sous le nom de Cantique du sacrifice du sabbat, un texte religieux décrivant le culte angélique dans le temple céleste. Des copies de ce texte avaient été découvertes non seulement à Qumran, mais également à Masada, la forteresse où des rebelles juifs ont livré leur ultime combat contre Rome en l'an 73 de notre ère. L'analyse génétique a révélé que plusieurs copies de Qumran étaient rédigées sur des parchemins fabriqués à partir d'animaux totalement différents. Cette découverte suggérait que le texte avait été copié et diffusé largement, plutôt que d'appartenir exclusivement à un seul groupe isolé. Plus les preuves génétiques s'accumulaient, plus il devenait difficile de considérer les manuscrits de la Mère morte comme la bibliothèque d'une seule communauté. Ces écrits semblaient faire partie d'un réseau bien plus vaste de personnes, d'idées et de traditions, dispersées à travers toute la Judée antique. Et puis les chercheurs ont poussé l'analyse encore plus loin. Ils ont commencé à étudier les liens génétiques entre les animaux eux-mêmes. Ce qu'ils ont mis au jour allait révéler des connexions que personne n'avait jamais pu percevoir auparavant. Les découvertes ne se sont pas arrêtées là. En analysant les marqueurs de l'ADN nucléaire, les chercheurs pouvaient parfois déterminer si les animaux ayant servi à produire différents parchemins étaient génétiquement apparentés. Dans certains cas, les données indiquaient que ces animaux étaient frères, cousins ou membres d'un même troupeau. Cela ouvrait une façon entièrement nouvelle de comprendre les manuscrits. Lorsque plusieurs fragments provenaient d'animaux apparentés, cela suggérait qu'ils avaient probablement été fabriqués dans la même région et à la même époque. En somme, l'ADN orientait vers des centres précis où le parchemin était produit et les manuscrits copiés. Mais un autre schéma a alors fait surface. Des groupes de parchemins génétiquement proches apparaissaient aux côtés de fragments ne présentant aucun lien biologique. Certains provenaient d'animaux totalement différents, de troupeaux distincts et vraisemblablement de régions éloignées. Il n'existait aucune origine génétique commune. Les implications étaient considérables. La collection ne semblait pas avoir émergé d'un seul atelier, ni d'une seule communauté produisant des manuscrits en un lieu unique. Au contraire, les preuves indiquaient que les manuscrits avaient été rassemblés depuis de multiples sources, représentant des communautés différentes, des traditions distinctes et des périodes variées. Ce qui avait autrefois semblé être une bibliothèque unifiée ressemblait désormais à une collection assemblée depuis de nombreux endroits. À ce stade, la théorie traditionnelle de la bibliothèque essénienne n'a pas simplement développé quelques failles. Ses fondements ont commencé à se lézarder. Une nouvelle image du monde antique prenait forme, une image peuplée de nombreuses voix et non d'une seule. L'ADN suggère que les manuscrits de la Mère morte pourraient provenir de plusieurs communautés juives dispersées à travers la Judée et non d'une unique secte isolée. Les grottes proches de Qumran auraient donc peut-être servi de lieu de conservation sacré où des textes importants étaient préservés plutôt qu'abandonnés. Si tel est le cas, les rouleaux ne constituent pas la bibliothèque d'un seul groupe, mais bien un rassemblement de nombreuses traditions, croyances et versions des Écritures réunies en un même endroit. Les fragments de peau de vache ont démontré que certains textes avaient voyagé depuis des régions lointaines jusqu'au désert de Judée, révélant ainsi un réseau interconnecté de communautés partageant des idées et des écrits sacrés. Pour les spécialistes des textes bibliques, les implications sont considérables. Des communautés différentes ont préservé des versions distinctes de livres tels que Jérémie, la Genèse et les psaumes, ce qui indique que le canon biblique était encore en train de se former. L'ADN confirme que le monde de Jésus était celui d'un débat religieux vivant, d'interprétations variées et de visions concurrentes de la foi, un monde que reflètent les rouleaux eux-mêmes. Plus remarquable encore, les preuves étaient restées visibles depuis des décennies, dissimulées dans de minuscules traces de poussière.
En analysant l'ADN conservé dans les peaux animales des rouleaux, les chercheurs ont mis au jour une histoire que personne n'avait anticipée. Les manuscrits de la mer morte n'étaient pas simplement la bibliothèque d'une secte isolée. Ils portèrent les voix de nombreuses communautés, transmettant des traditions, des croyances et des versions des Écritures bien différentes les unes des autres. Pendant des générations, les chercheurs se sont concentrés sur l'encre. La percée décisive est venue lorsque les scientifiques ont appris à lire la peau qui se trouvait en dessous. En 1947, un berger a lancé une pierre et ouvert la grotte. En 2020, l'ADN a révélé ce que ces rouleaux attendèrent depuis plus de 2000 ans de nous dire. Et cette histoire est loin d'être terminée. Si vous avez apprécié ce récit, pensez à vous abonner et à activer les notifications. D'innombrables mystères demeurent enfouis dans l'histoire et nous commençons à peine à les découvrir.